Devez-vous être en micro-entreprise ou devez-vous directement constituer une société pour débuter une activité, que ce soit par exemple une activité de sous-location immobilière, une activité de conciergerie, une activité connexe à l'immobilier? Est-ce que, une fois que vous avez débuté en micro-entreprise, vous pouvez passer facilement en société? Quid sur la TVA? Quels sont les seuils? Bref, autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Questions qui évoluent avec le temps, comme les taux de passage en entreprise individuelle, je vais y revenir. Donc des questions complexes, des questions avec des réponses évolutives qui doivent vous inciter à rejoindre la communauté du droit d'investir, le podcast pour investisseurs immobiliers, sous-loueurs, conciergerie, vendeurs professionnels d'immobilier à destination d'investisseurs. Bref, ce podcast qui vous permettra de rester à jour de l'actualité juridique et fiscale, de converser chaque mois avec moi en direct, en Zoom, qui vous permettra également de bénéficier d'accès à des ressources complémentaires, tout ce dont vous avez besoin, la trousse à outils de l'investisseur immobilier, c'est dans le droit d'investir. Mais tout de suite, revenons à notre thème de la micro. Alors pourquoi la micro? La micro-entreprise. Petite parenthèse, j'aime bien les parenthèses, vous me connaissez. Donc petite parenthèse, on dit aussi l'auto-entrepreneur, mais en réalité, c'est l'ancienne appellation. Maintenant, logiquement, d'après les textes, tout le monde devrait écrire micro-entreprise. Cela dit, c'est donc une entreprise que l'on crée en tant que personne physique. On est entrepreneur individuel. Avantage de la micro-entreprise, simplicité, rapidité, coût. Simplicité, une déclaration de greffe pour déclarer son activité. Rapidité, pas de statut de société à rédiger, pas de formalités complexes de dépôt avec tout un tas de pièces à joindre. Donc, très rapide. Coût, vous pouvez le faire vous-même directement en ligne. La seule problématique, à la limite, ça sera de décrire votre activité correctement pour avoir le bon code APE. Et je vous invite évidemment à aller voir la vidéo sur le code APE sur la chaîne YouTube. Mais en tout état de cause, voilà, ça va être un coût très faible puisqu'il n'y a pas d'annonce légale à plus de 200 €. Il n'y a pas de frais d'INPI à presque 100 € dans certains cas pour certains types de sociétés. Donc, c'est très bien pour ces aspects-là. Maintenant, c'est bien aussi, pourquoi pas, pour débuter une activité dont on pressent qu'elle ne va jamais générer des chiffres très importants. Ça, ce sont les avantages majeurs de la micro-entreprise. En revanche, vous avez quand même un certain nombre d'inconvénients. Et après, on va voir si on peut passer fiscalement et d'ailleurs même juridiquement facilement de la micro à la société. Mais il y a quelques inconvénients. Vous êtes déjà entrepreneur individuel, ce qui veut dire que vous êtes engagé sur votre propre patrimoine. Alors, j'attire votre attention sur le fait que si vous devez de toute façon souscrire un prêt bancaire, que vous soyez en entreprise individuelle, en micro-entreprise ou en société, ça sera à peu près les mêmes risques, puisque en individuel, votre patrimoine sera protégé éventuellement en entreprise individuelle, mais pas en micro. Mais en micro, la banque vous demandera potentiellement des garanties. Et en société, il est évident que la banque vous demandera de vous porter caution du prêt accordé à votre société. Donc cette histoire de protection du patrimoine qui serait plus importante dans un cas ou dans l'autre, à mon avis, vis-à-vis notamment des banques, est un petit peu illusoire. Mais revenons aux autres inconvénients. Déjà, vous êtes seul en micro-entreprise. Vous ne pouvez donc pas vous associer avec d'autres personnes. Alors c'est bien pour un entrepreneur individuel ou quelqu'un qui justement veut être seul faute d'associés potentiels. Mais le jour où vous allez vouloir développer, vous ne pouvez pas ouvrir votre capital puisqu'il n'y a pas de part sociale ou d'action à céder à un nouvel entrant. Vous êtes en micro. Vous allez donc devoir de toute façon passer en société. Vous voyez, premier inconvénient quand même majeur pour le développement de l'entreprise. Ensuite, si on est dans une société dite de service, je parle de service parce que la conciergerie, c'est des prestations de service. Il y a un seuil de 77 000 € à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que si vous dépassez ce seuil, vous allez perdre le régime de la micro-entreprise et vous allez devoir passer en entreprise individuelle. Donc avec une imposition au réel. L'un des avantages que j'ai passé sous silence tout à l'heure parce que je voulais le caser ici, de la micro-entreprise, c'est l'application de seuils forfaitaires pour les charges sociales et l'impôt. Donc vous allez être taxé forfaitairement sur le chiffre d'affaires que vous réalisez. Simplicité.
Vous n'avez à la limite même pas besoin d'expert comptable. D'accord? Je dis bien à la limite parce que je préfère qu'il y ait un expert comptable partout pour vérifier qu'on fait bien les choses. Et l'expert comptable est vraiment le garant aussi du respect des obligations déclaratives. Donc il a un rôle très important à jouer et n'essayez pas de faire des économies de bout de chandelle sur ce genre de choses. Cela dit, donc, si on passe de la micro-entreprise à l'entreprise individuelle parce qu'on dépasse les seuils, fini ce régime simplifié et là, il faudra revenir au régime du réel et donc prendre un expert comptable. Et vous serez taxé non plus forfaitairement sur le chiffre d'affaires, mais sur votre bénéfice réel. L'avantage d'être en entreprise individuelle, ou plutôt même ce que je préconise en société, alors ça peut être une SASU, une SAS, une EURL, une SARL, sont les principales formes utilisées. Il y a plein d'autres formes de société, mais ce sont les formes les plus répandues. L'avantage d'être en société à l'impôt sur les sociétés, c'est la déduction des charges réelles. En effet, je reviens avantage, inconvénient. Donc là, pour le coup, un autre inconvénient de la micro-entreprise, c'est l'impossibilité de déduire les charges réelles. Et oui, vous êtes taxé forfaitairement sur votre chiffre d'affaires. Vous ne pouvez donc pas déduire les charges réelles. Si vous souhaitez embaucher un salarié, son salaire et les charges sociales ne seront pas déductibles dans le calcul de vos cotisations sociales forfaitisées sur votre chiffre d'affaires ou le calcul de l'impôt, lui aussi forfaitisé. Si vous devez acheter du matériel informatique, vous ne pourrez pas déduire cette charge. Si vous êtes en conciergerie et que vous sous-traitez des prestations de ménage, vous ne pourrez pas déduire les prestations de ménage sous-traitées. Autant vous dire que ça va correspondre, à mon avis, à un petit nombre de situations. Autre inconvénient potentiel, c'est qu'en dessous d'un certain seuil, 33 000 et quelques euros, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc vous pourriez vous dire, ça c'est un avantage concurrentiel parce qu'en micro-entreprise, je ne vais donc pas facturer TVA à mes clients et je serai moins cher qu'une société de conciergerie par exemple. Oui, mais si vous ne facturez pas de TVA faute d'y être assujetti, vous ne la récupérez de toute façon pas non plus. Et par contre, le jour où votre activité aura vraiment décollé, et notamment si vous souhaitez vous reconvertir professionnellement et que cette activité devienne votre propre activité en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que dirigeant de société, le jour où ça décolle, vous allez devoir passer à la TVA et expliquer à votre client pourquoi il y a une augmentation de 20% de vos tarifs. Et oui, sauf si vous rognez de 20% sur votre marge. Et là, vu les marges dans ces domaines, il ne vous restera pas grand-chose. D'accord? Donc, il est largement préférable d'être directement assujetti à la TVA dans la plupart des cas. Attention, c'est du cas par cas et je conseille toujours mes clients lorsqu'ils viennent me voir pour une création de société, puisque vous vous doutez bien qu'en tant qu'avocat investisseur, j'aide aussi les conciergeries et les sous-loueurs à créer leur propre société pour ces activités, ayant par ailleurs rédigé des contrats spécifiques pour ces activités. D'accord? Donc je les aide et je les conseille lors des rendez-vous de création de société pour opter pour les bons choix, pour l'impôt sur les sociétés, pour l'assujettissement à la TVA, la rédaction des statuts, les clauses d'agrément de préemption, bref, c'est une vraie constitution de société personnalisée, être le conseil sur l'activité et les conséquences fiscales. C'est pour ça également que si je vous invite plus particulièrement à vous tourner directement vers la société plutôt que d'essayer de prendre le moins de risques possible en commençant par la micro, c'est tout simplement parce qu'avec moi, vous serez assuré de sécuriser au maximum vos débuts. Vous pourriez vous dire, oui, mais moi quand même, je ne sais pas si ça va marcher, donc la micro, ça me coûte moins cher, c'est plus simple. Pourquoi pas? Mais si ça marche, et j'espère que vous êtes dans le bon état d'esprit où vous vous dites, oui, ça va marcher, si vous partez perdu d'avance, vous pouvez arrêter la vidéo et passer à la suivante ou à la précédente. Mais en revanche, si vraiment vous voulez développer votre activité comme un chef d'entreprise, de toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez devoir passer de la micro à la société. Et là, on retombe sur d'autres problématiques. Ben oui, parce que vous allez avoir des clients, vous allez avoir créé finalement un fonds de commerce en nom propre. Que faites-vous de ce fonds de commerce? Vous le revendez à votre société, il va falloir l'évaluer, il va falloir le revendre, il va falloir que la société trouve un financement pour le racheter. Évidemment, ça va vous rapporter un peu d'argent, mais avec une taxation de la plus-value. Alors, vous pourriez différer le paiement, c'est-à-dire si la société n'a pas de fonds pour acheter le fonds de commerce, vous faites ce qu'on appelle un crédit vendeur, c'est-à-dire que la société
vous faites crédit à la société plus exactement du paiement du prix, mais par contre, s'il y a une taxation de plus-value, vous devrez quand même acquitter la plus-value. C'est un principe général, même si vous ne touchez pas l'argent, s'il y a une plus-value constatée, vous devez payer l'impôt sur la plus-value. Donc, possibilité de cession, avec les modalités dont je viens de parler, possibilité d'apport de votre fonds à votre société, mais là, l'apport supposera dans certains cas la nomination d'un commissaire aux apports. Alors là, ça va tout de suite vous coûter beaucoup plus cher de faire ça que d'avoir créé la société directement à l'origine. Je vous le dis tout net, l'intervention d'un commissaire aux apports, ça coûte cher. Plus les frais de création, évidemment l'annonce légale, la rédaction de l'ensemble des documents. Il n'y a pas que les statuts, il y a plein d'autres documents annexes et des formalités parfois un peu compliquées. Donc, vous le voyez, que fait-on du fonds de commerce? Alors, parfois, on va vous dire, vous pourriez aussi radier votre activité, laisser mourir votre fonds de commerce, ça ne résout rien, parce qu'il y a d'autres problématiques. Vous êtes une conciergerie, vous avez signé un contrat sous l'intitulé de votre micro-entreprise. Si vous passez en société et que vous radiez votre micro-entreprise, que deviennent vos contrats? Alors, si vous apportez votre fonds de commerce, les contrats vont être transmis à la société, évidemment. Mais si vous radiez, qu'est-ce que vous faites des contrats? Vous allez devoir re-signer tous les contrats. Pas terrible hein, comme solution. Donc là aussi, une raison pour laquelle j'ai un a priori favorable à directement constituer une société pour vous lancer. Alors attention, ne vous lancez pas dans la création de société, de nouvelles activités, si vous n'avez pas un minimum de trésorerie. Voilà, je sais bien que ce n'est pas forcément une activité qui demande des sommes importantes pour débuter, ça ne demande pas forcément 10 000, 20 000, 30 000 euros, ok, que ce soit conciergerie ou sous location. Mais parfois, sous location, c'est un peu plus important comme mise de départ. Si on doit meubler en partie le bien immobilier, si on doit déposer des dépôts de garantie vis-à-vis de certains propriétaires bailleurs, etc. Mais toujours est-il que, quelle que soit l'activité, on ne se lance pas dans une création de société sans avoir un minimum de trésorerie devant soi. Vous pouvez aussi, et je vous invite à vous reporter à une autre vidéo sur le sujet, bénéficier potentiellement en cas de reconversion, de rupture conventionnelle, de licenciement, de vos indemnités France Travail, pendant le cours de la création, voire un an et demi pour les débuts d'activité et sous certaines conditions, notamment celle de ne pas se verser de rémunération au départ, vous continuerez à toucher vos indemnités de Pôle emploi, enfin France Travail. Vous pouvez aussi dans certains cas bénéficier d'aide à la création de société. D'accord? Mais vous le voyez, on a quand même cette problématique de passage de la micro à la société. Alors c'est possible de le faire, mais ce n'est pas forcément simple. Et ce que vous avez économisé au départ en souhaitant ne pas créer une société, vous allez potentiellement le reperdre lorsque vous allez devoir payer diverses formalités pour passer de la micro à la société. Donc quand même, pas mal d'éléments qui militent en faveur de la création directe d'une société. L'un de ces éléments, et non des moindres, étant la possibilité lors de la création de société d'engager des dépenses pendant le cours de la création de la société, de faire reprendre ces dépenses engagées au nom et pour le compte de la société en cours de formation par la société lors de son immatriculation. Ces dépenses abonderont votre compte courant d'associé et quand la société aura de la trésorerie, elle pourra vous rembourser ces dépenses dont vous aviez fait l'avance. C'est le cas notamment de tout ce qui constitue les frais de constitution de la société. Vous le voyez, et au-delà des dépenses, on peut même apporter de l'argent à sa propre société via le mécanisme du compte courant d'associé. Il y a déjà au moins 2 vidéos sur la chaîne YouTube, donc là encore des ressources précieuses et gratuites que vous retrouvez sur la chaîne. Donc vous le voyez, faites bien attention à votre choix initial, micro qui paraît séduisant, rapidité, simplicité, bas coût, pas forcément d'expert comptable, par rapport ensuite aux inconvénients induits par le développement de l'activité, impossibilité d'avoir un associé, impossibilité de déduire les charges réelles, pas forcément de TVA, développement limité, pas d'avance en compte courant d'associé, bref, quand même un certain nombre de contraintes, chiffre d'affaires limité également pour éviter de passer en entreprise individuelle. Vous l'avez compris, tout ça doit être mûrement réfléchi et ne vous précipitez pas vers telle ou telle option simplement parce que vous avez entendu que vaguement ça serait mieux telle ou telle option. Vous prenez conseil auprès de votre avocat, éventuellement de votre expert comptable si vous en avez déjà un, mais souvent, comme je le disais, ceux qui s'orientent vers la micro, c'est pour éviter d'engager des frais de cette nature, donc il n'y a pas forcément d'expert comptable. Voilà,
J'espère avoir été relativement complet sur le sujet. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire faites une micro ou faites une société, c'est d'éclairer votre attention sur les avantages et les inconvénients des deux possibilités qui s'offrent à vous. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes en société, vous avez le choix entre plusieurs formes sociales, SASU, EURL, SARL, SAS, avec des impératifs en termes de rémunération mensuelle, de distribution de dividendes, mais on verra tout ça évidemment au cours d'une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, ce qui m'aide à partager toujours plus de vidéos sur ma chaîne YouTube L'Avocat Investisseur. À très vite dans la prochaine vidéo.